Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. À l'occasion du 125e anniversaire de la présence indonésienne en Nouvelle-Calédonie, nous recevons ce soir Thierry Timan, le président de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, ainsi que la photographe Caroline Marquet. Sommaire. Cela fait 125 ans cette année que les premiers engagés sous contrat originaires d'Indonésie ont foulé le pied sur le sol calédonien. À cet effet, la communauté indonésienne du pays commémore cet anniversaire de plusieurs façons. Le président de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, Thierry Timan, est avec nous ce soir pour nous en parler. Dans une seconde partie, c'est Cédric, le présentateur du magazine Wehari, qui nous rejoindra afin de nous présenter sa dernière émission tournée en pays négoné. Un magazine plein de rebondissements et de surprises. Mais tout de suite, je vous propose de regarder cet extrait de film intitulé Bloc Calédonie, l'histoire méconnue des Niaoulis, diffusé hier au Centre culturel Pomemi. Une coproduction France Télévisions et Latitude 21. Extrait. Pour de nombreux Calédoniens issus de la communauté indonésienne, le petit village de Bloc Calédonie est une histoire lointaine, presque impalpable. Pourtant, le lieu est bien réel. Niché au milieu des rizières, il abrite des dizaines de familles connectées de près ou de loin à la Nouvelle-Calédonie. Une vingtaine de Niaoulis sont les patriarches de ce lieu improbable. Pour eux, le lien avec la Calédonie est resté suspendu dans le temps. Un lien qui se ravive chaque fois que des Calédoniens viennent leur rendre visite. Regardez, c'est qui? Bah, elle est là, elle nous attend, on dirait. Ah, mais Alors, ça va bien? comment tu vas? Si, ça va bien. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Alors, bonjour. Nanti sama Iki? Je sais pas, j'ai oublié. Yayen? Non, pas Nenel. Nanel? Oui, Anak oui. Leman. Leman. Et moi, c'est qui? Catherine. Oui. Et c'est là? Et moi, Thierry Timan, anak ipar Roger Timan. Roger? Timan. Roger Timan. Ah ben moi je connais bien Roger Timan. Et voilà. Son Ça, c'est fils. son fils. Oui. Ah, T'as vu comme il est grand, il est beau, là? Il est grand, il est beau. Moi je suis arrivée ici et puis papa Roger, il est parti à Calédonie. Il est retourné en Nouvelle-Calédonie, lui. Mais je voudrais bien aller là-bas. Parce que quand on téléphone avec ma soeur, elle pleure tout le temps. Elle pleure. Et toi aussi, tu pleures? Mais oui, moi aussi je pleure. Ben, on est deux, hein? Et vous parlez en quelle langue? Français ou? Java, à Koukoué, comme ça, voilà. Mais il m'a dit comme ça, maintenant, si elle est sourde, mais il faut faire la lettre. Mais c'est long, la lettre. La lettre, Faut mais j'ai envoyer. longtemps. Tu écris une lettre et puis nous, on va lui donner. Tu écris une lettre et on va lui donner là-bas. Mais hier, j'ai déjà téléphoné, voilà. Le vendredi, là, j'ai téléphoné déjà. Alors, vous allez rentrer à la maison? Voilà. Allez. On te suit. Canala et Negropo. C'est mon pays, c'est la Canala. Mais avant, j'ai resté à Canala, j'ai été à l'école à Canala. Mais maintenant, je suis partie à Java. J'ai laissé mon Canala. Et Thierry Timan nous a rejoint. Bonsoir Thierry. Bonsoir, mon Dieu. Et bienvenue dans notre studio. Merci de l'invitation. Merci d'être venu en tout cas. Alors, pour nous remettre dans le contexte, tu es venu hier pour une exposition au Centre culturel Pomemi. C'est ça, oui, on travaille avec le Centre culturel Pomemi. Enfin, l'association indonésienne a été sollicitée par le Centre Pomemi pour mettre en valeur un peu cette histoire partagée entre la communauté javanaise indonésienne de Nouvelle-Calédonie et les gens du Nord, puisqu'il y a eu beaucoup de Javanais en Nouvelle-Calédonie à cette époque pour les travaux dans les caféeries, les mines, etc. Donc on a prêté une exposition, deux expositions même, une qui retrace les 125 ans de présence de la communauté en Nouvelle-Calédonie. Depuis quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle y a fait, et puis comment elle a évolué au fil des années. Et puis dernièrement, on a travaillé avec une jeune descendante de la communauté indonésienne, Caroline Marquet, qui a fait des études de photographie au Canada. Et on a fait une exposition sur les femmes passeuses de culture et de tradition. D'accord. Donc on a prêté ces deux expositions-là qui sont visibles
jusqu'au 14 août au Centre culturel de Je Pommémie. crois bien que c'est ça. Caroline nous rejoindra dans une seconde partie, du coup. Pour nous remettre un petit peu pour expliquer peut-être aux jeunes générations le terme Niaouli, tu peux nous dire ce que ça veut dire? Alors le terme Niaouli, il a été donné par rapport à ces mamans qui accouchaient à l'époque, hein, qui travaillaient dans les caféries. Les premières, hein. Voilà, les premières. Et ce qu'il fallait savoir, c'est que ces femmes, quand elles accouchaient, elles se remettaient quasiment assez rapidement au travail. Et parce qu'il n'y avait pas les jours de congé de maternité à C'est sûr, l'époque. Et puis, dans la tradition javanaise, il est on va dire entre guillemets interdit de poser un jeune nourrisson jusqu'à son 7e mois de naissance au sol. Ok. Donc ils étaient mis dans des hamacs, on appelle des sarangs, Les salons? donc les paréos indonésiens, hein, Ok. et accrochés aux arbres qui étaient autour. Et bien souvent c'était des niaoulis. Donc ces premières Ça vient de générations ont là. été nommées les niaoulis. Alors, c'est une histoire incroyable, là, cet extrait qu'on vient de voir. J'en avais entendu parler, moi, de ce village, Bloc-Calédonie. Je pensais que c'était une légende. Et de voir les images là-bas, c'est vraiment fort. Toi, en plus, on te découvre dans le film et en fait, tu fais partie de ce... Oui, alors une partie de ma famille, et notamment mon père, quand ils sont retournés, il est reparti en 1951 avec son grand-père et son père, ont été d'abord dirigés vers Jakarta, et puis il y a eu une politique de transmigration. Ils ont été, l'administration de l'époque a fait partir ces gens de Jakarta vers l'île de Sumatra, Ok. notamment ce village-là qu'on a appelé après Bloc-Calédonie, où tous ceux qui partaient d'ici, qui rentraient au pays, étaient orientés. Donc tous les natifs de Nouvelle-Calédonie s'y sont retrouvés et ils ont, entre eux, appelé ce village Bloc-Calédonie. À Sumatra, À alors. Sumatra. C'est incroyable. Ce film, il a été tourné en quelle année environ? Alors, il a été tourné en 2018, hein, en mai 2018, avec la société Latitude 21. Dominique et Christine, les réalisatrices. Voilà, Dominique et Christine. L'association a fait en amont, depuis plus de 10 ans, des recherches. Après, on a travaillé en collaboration avec Catherine Nadi, qui a aussi sa famille, et Nel Palace, qui était aussi issue de ce village. C'est deux personnes qui t'accompagnent, qu'on Voilà, voit sur tout les à fait. images, hein, qui sont Tout à fait. calédoniennes, d'origine indonésienne. Oui, Et c'est vrai que Catherine est connue dans le milieu en tant qu'historienne. tout à fait. Tout Ok. à fait. Tu étais déjà en Indonésie? Moi, j'avais déjà été Ok. plusieurs fois, alors en Indonésie, mais plutôt sur l'île de Java, Bali, comme tout le monde, hein. Et puis là, c'était la première fois que je mettais les pieds sur l'île de Sumatra et dans ce village. Donc j'y ai retrouvé un peu une partie de l'histoire de ma famille. J'ai découvert beaucoup de choses, hein. Du coup, comme tu le disais, hein, c'était un peu l'imaginaire. Et puis là, Ouais. d'un seul coup, effectivement, C'est le réel. on voit que ça existe. Et on s'est vite senti en famille avec cette mamie Misri, Bah oui. Elle connaissait ton père, c'est ça? qui avait connu mon père. Donc moi, je connaissais sa sœur à Nouméa. Je l'avais déjà vue en photo quelque part. Mais de là, ah oui, j'ai connu ton père, etc. Donc C'est incroyable. voilà, il y a eu plein d'histoires comme ça qui se sont transmises. On a appris plein de choses. C'était très intéressant. On voit qu'elle vient de Canala et qu'elle en parle. Elle vient de Canala, et puis quand elle dit, vraiment, ça m'a fait rire, hein, quand elle dit mon pays, c'est Canala. Et voilà, pour nous, Canala, c'est un village. Mais Bah oui. pour elle, c'est toute sa vie. C'était un pays, quoi. Tout C'est à le fait, pays de son tout à fait, enfance. ouais. D'accord. Et toi, du coup, comment tu as vécu cette expérience? C'était vraiment une expérience forte humainement, parce que voir ces personnes âgées qui 53 ans après, revoient des gens de Nouvelle-Calédonie qui s'intéressent à leur histoire et qui nous dépeignent les paysages, mais comme si qu'elles y étaient encore, avec un langage au bout de 53 ans d'absence, qu'ils emploient des mots que même nous, on n'emploie plus. Ouais. Et là, on se dit, mais du coup, le temps s'est arrêté pour eux. C'est comme si qu'elles attendaient un jour que quelqu'un vienne les chercher pour les ramener sur leur île natale. Donc, Refaire ce lien, quoi. Voilà, ce qu'on a fait avec ce film, et ce que l'association a profité de cette opportunité de faire venir grâce aux aides des collectivités locales et notamment de la province Nord. C'est fort en émotion, on sent une certaine nostalgie quand Mamie Misri, elle en parle. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, on le voit aussi tout au long du film. Il y a aussi des natifs
des métisses indonésiennes qui sont natives de la tribu de Pointa. Donc c'est d'autant plus fort quand on a ces retrouvailles de famille, où on a reconnecté le monde, enfin les familles, on a refait du lien. C'est très fort. Vous avez créé des ponts. Voilà, c'était au-delà de nos expériences. Nous, c'était de parler de cette histoire qui circulait dans la communauté, de mettre des visages, déjà de voir que c'est pas une histoire, c'est pas quelque chose d'inventé. Et non, c'est bien réel. Ces Indonésiens, à l'époque, ils voulaient rentrer chez eux. Comment ça s'est passé, ce retour au pays? Alors, pour la plupart des cas, c'était non. Ces enfants-là ont suivi le retour des parents, des grands-parents. Hein. D'accord. Il y a eu la fin des contrats de travail, puisque la communauté sont venus là pour travailler. Engagés sous contrat. Engagés sous contrat. Et puis, il y a eu aussi la déclaration de l'indépendance. Donc, beaucoup se sont dit, bon, ben voilà, on va retourner chez nous, on va retrouver notre village natal. Et puis, ben non, en fait, ils sont bien accostés à Jakarta, mis dans des cantonnements temporaires et provisoires. Et puis après, ils ont été transmigrés sur Sumatra. Donc là, repartir à la vie à zéro, tout reconstruire, défricher la forêt, se trouver un lopin de terre. Ils n'ont pas pu retrouver leur village natal? Non, ils n'ont pas pu. La politique de l'époque faisait qu'il y avait déjà... Java était tellement surpeuplé qu'ils ont préféré dire on vous envoie sur Sumatra. Et puis voilà. Aujourd'hui, des Indonésiens rentrent encore comme ça en Indonésie? Des Indonésiens d'ici, je veux dire? Très peu. Aujourd'hui, encore ont de la famille là-bas, mais très peu choisissent de retourner en Indonésie. Toi, tu te verrais avec ta famille rentrer au pays des ancêtres comme ça? Après, j'en sais rien. Ça serait difficile à mon avis. Se réacclimater. Voilà, moi, je considère que mon pays, il est ici. Après, je ne sais pas. Est-ce que c'est facile pour des gens comme Mamie Misri d'en parler? Est-ce que c'est pas trop douloureux d'une certaine façon? Eh bien, on voit bien, au cours des discussions, moi, les dernières soirées que j'ai passées avec elle, on voyait bien qu'elle avait cette petite nostalgie du pays. Elle s'est dit, voilà, j'ai refait du lien avec la Calédonie, puis là, vous allez partir, je vais me retrouver toute seule. Et puis, voilà, au moment de partir, j'ai dit, mamie, on va se revoir en Nouvelle-Calédonie. Et puis là, elle me dit, mais tu me mens pas, hein, moi, je veux monter le gros oiseau. Et puis, voilà, le gros oiseau, c'est l'avion. Et puis, ça a été la première expérience pour elle, en 2018, de revenir en Nouvelle-Calédonie. Dans le cadre de ce film, etc. C'était... belle expérience, fort. Très touchant et en tout cas un très bel extrait, le film est magnifique. Maintenant revenons à cette date d'anniversaire. Cette année, c'est les 125 ans de la présence indonésienne sur le territoire. L'anniversaire, c'était le 16 février dernier. Oui. Comment est-ce que vous l'avez commémoré, vous? Comme tous les ans, et puis modestement, autour d'une commémoration à la stèle de la baie de l'Orphelinat. Les images qu'on voit là. Les images qu'on voit là actuellement, où on se remémore un peu l'arrivée des premiers Javanais. Oui. Pourquoi sont-ils venus? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis, qu'est-ce qu'aujourd'hui la génération est devenue? Et puis, qu'est-ce qui reste de tous ces souvenirs, de ces devoirs de mémoire? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Et puis, c'est surtout le partager avec les autres communautés du pays. Aujourd'hui, c'est un pan d'histoire qui appartient aux Calédoniens. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on invite aussi toutes les personnes qui veulent connaître ce pan d'histoire, de venir avec nous, de le partager. Il y avait des personnalités particulières, là? Oui, alors il y avait le consul général de la République d'Indonésie qui vient tous les ans, et puis la maire de Nouméa, puisque Madame la maire de Nouméa, parce que le terrain où est implantée la stèle est un terrain municipal qui avait été donné à l'époque en 1996 par la mairie, et puis donc voilà, il nous semble tout à fait normal, légitime et normal, d'inviter ces personnalités qui sont aussi un peu le relais de notre histoire. Justement, en parlant de Madame la maire de Nouméa, Madame Sonia Lagarde, elle a fait l'effort de prononcer un discours en indonésien? Oui, c'est ce qui nous a un peu surpris cette année, mais bon, elle l'avait fait un petit peu les années précédentes, c'est qu'elle a été elle-même élevée
à la vallée du Tir par des nounous, des mamies javanaises. Ah ouais. Donc voilà, de cette période de sa vie, elle en a gardé des mots. Et puis, bon, elle a la chance aussi d'avoir des collaboratrices qui sont issues de la communauté. Donc elle a fait l'effort. Et je trouve ça très reconnaissant. Très respectueux. Très respectueux. Je te propose qu'on regarde justement cet extrait, parce que j'ai trouvé ça intéressant de le mettre en lumière. Allez, on regarde ça maintenant. Madame Sonia Lagarde. Hari ini kita berkumpul bersama untuk memperingati ulang tahun yang ke-125 kehadiran Indonesia di Caledonia Baru. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit dans les grandes lignes? En fait, elle a dit que voilà, qu'on est regroupé aujourd'hui là pour célébrer les 125 ans de la présence de la communauté indonésienne en Nouvelle-Calédonie. Ok. Ça va, son accent est... Oui, ça va. Tout le monde a compris. C'est pas un exercice facile. Hein. C'est pas un exercice facile. Hein. C'est de parler une langue qu'on ne maîtrise pas, c'est pas évident. Ouais. Mais elle s'est prêtée au jeu. Voilà, le consul l'a félicité et pourtant, c'est quelqu'un qui parle couramment la langue, hein, donc il pourrait dire oui. Mais c'est vrai que là, elle a surpris tout le monde. Et c'est une marque de respect envers la communauté indonésienne, il faut le reconnaître. Ce devoir de mémoire pour votre communauté, c'est important? Oui, c'est important, mais je dirais que c'est important pour toutes les communautés, puis surtout pour toutes les générations passées. C'est que ces anciens, alors qu'ils soient de la communauté indonésienne ou vietnamienne ou kanak ou autre, c'est de reconnaître tout le travail qui a été fait avant. De s'en rappeler et de garder ça en fil de conducteur pour continuer à avancer. Donc nous, au sein de la communauté, oui, et pour moi, en plus en tant que président, c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Tout à fait. Donc bien connaître son histoire, c'est déjà de se connaître soi-même, et puis de se dire, effectivement, voilà, je suis là pour X raisons, et en l'honneur de ces anciens qui ont trimé, je parle dans les champs de café, dans la mine, etc. Par respect, continuons ce travail de la meilleure façon qu'il soit et faisant leur honneur. Voilà. Est-ce que la langue continue à se transmettre justement? Alors la langue javanaise, elle a perdu du terrain, on va dire ça comme ça, puisqu'il a fallu à un moment donné s'intégrer. Nos anciens nous ont dit, puisque maintenant vous allez à l'école française, puisqu'à un moment donné c'était interdit, mais à partir des années 60, il a fallu aller à l'école, puisque ceux qui étaient restés n'avaient plus l'opportunité de repartir. Au début c'était un peu compliqué, puisque les gens ils disaient, on va rester 3, 4 ans, 5 ans pour le long des contrats, donc oui, on va apprendre 2-3 mots français, mais on va continuer la langue parce qu'on va retourner au pays. Dans les années 60, ceux qui sont restés, il a fallu s'intégrer. Les parents ont dit, vous allez à l'école, vous apprenez le français, laissez la langue javanaise de côté, etc. Et ça s'est perdu. Aujourd'hui, on va dire que ceux de la génération 50 continuent à parler. Ceux qui viennent dans les années 70, c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, au sein de l'association indonésienne, on a remis des cours de langue javanaise. On s'est dit, on va quand même essayer de réapprendre des choses. En plus, on a vu le développement de toutes les autres langues, le vietnamien, le dréou, etc. Donc on s'est dit, nous, on peut le faire aussi. On a encore des personnes ressources, donc profitons-en. Donc on a, une fois par semaine, le mercredi soir, au foyer indonésien de Robinson, des cours de langue javanaise. Et des cours de cuisine aussi. On a des cours de cuisine, on a près de 9 cours différents au foyer indonésien, entre l'art martial, la danse traditionnelle, les danses traditionnelles de Sumatra, pas très loin de chez Mamie Misri. On a le tir à l'arc, on a le batik, on a le angklung, on a le gamelan. Donc on a tous ces cours-là au sein de l'association indonésienne, qu'on a développé au fil des années, depuis 2015. Mais on a aussi l'aide du consulat général de la République d'Indonésie qui donne des cours de langue indonésienne, puisque là, on va dire, c'est le langage national qui est reconnu dans tout l'archipel, qui est utilisé dans tout l'archipel indonésien. Et ça, il y a aussi des cours. Aujourd'hui, on va dire que la nouvelle génération, elle s'oriente un peu plus sur l'indonésien. Et pas que les ressortissants de la communauté, il y a beaucoup d'étrangers qui y vont, puisque ça permet, lors de voyages, de parler la langue à Bali, à Java, à Sumatra, voilà. Donc on a tous ces cours qui sont
à disposition, ouvert aux gens de la communauté, ou à Aux gens toute de personne l'extérieur. qui veulent apprendre. Dans tous les cours, on retrouve des personnes qui sont non javanaises, non indonésiens, mais Ils viennent participer. ils viennent participer, découvrir, et c'est ça qui est aujourd'hui l'enjeu, c'est le partage pour mieux se connaître en fait. Vous mettez vraiment un point d'honneur dans la transmission de ces valeurs et de cette culture. Oui. C'est vraiment très important. Oui, ben, comme je le disais, hein, pour mieux savoir où on va, il faut d'abord se connaître soi-même. Aujourd'hui, ce qu'on transmet le plus, c'est le culinaire. On voit bien que l'aspect culinaire indonésien et javanais est très répandu en Nouvelle-Calédonie. Le fameux bami, les boulettes de pommes de terre. Oui, qu'on adore d'ailleurs. Les galettes aux lentilles et aux pistaches. Ouais. Aujourd'hui, ça fait partie quasiment des plats les plus connus au sein du localement. C'est un moyen de préserver la culture. Oui, c'est aussi un moyen de préserver la culture, puisque forcément, hein, les grands-mères, les tantines, etc., à un moment donné, elles s'en vont. Donc il faut aussi transmettre les choses. Tout à fait. Ça nous a été reproché à un moment donné, mais le fait, c'est qu'il faut bien se mettre à l'évidence que le temps passe, il faut transmettre les choses. Alors il y a bien aujourd'hui les moyens modernes, hein, YouTube, Internet, etc., pour apprendre des choses. Mais c'est tellement mieux avec la relation humaine, parce que voilà, on explique la recette, mais il y a aussi ces petites histoires inédites des familles qui sont avant on faisait ce plat parce que il y avait telle cérémonie, etc. C'est quand même plus intéressant, plus humain. Ça se transmet plus facilement. Tout à fait. Écoute Thierry, notre émission avec toi, elle arrive à sa fin. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette exposition qu'on peut découvrir en ce moment au Centre culturel provincial de Pomemi. Alors, il y en a deux. La deuxième, on en parlera après avec Caroline qui nous rejoindra en moi, c'est les 125 ans de la présence indonésienne. Donc, on a essayé de retracer un peu les moments phares de toute la communauté, depuis l'arrivée jusqu'à cette année, qu'est-ce qu'on a fait, et surtout de montrer un peu l'évolution. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés pour travailler dans les champs de café à la demande du gouvernement. Dans des conditions très dures. On a essayé de les montrer sans non plus se plaindre, mais c'est de montrer la réalité. Et puis après, comment la communauté s'est organisée, c'est surtout celle qui est restée. Elle s'est montée en association, elle a continué à faire ses traditions, ses mariages traditionnels, continué à pratiquer sa musique, etc. Et comment ça s'est transmis de génération, pour qu'aujourd'hui, au sein de l'association indonésienne et au sein du consulat, on a encore tout ça. On pourrait dire aujourd'hui que la communauté qui est indonésienne, qu'on disait à l'époque communauté discrète, est une communauté qui aujourd'hui s'affirme malgré tout. Oui, parce qu'aujourd'hui, on connaît notre histoire. Voilà. Encore une fois, hein, on connaît par où nos anciens sont passés, toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Aujourd'hui, on essaie de dire, OK, c'était leur histoire. On l'a digéré. Voilà, on l'a digéré. On va dire qu'on est aussi des victimes de l'histoire, mais on l'a accepté. Et aujourd'hui, comment on rebondit. On rebondit, comment on s'en sort. Et aujourd'hui, la nouvelle génération s'en sort plutôt pas mal, puisque les jeunes reviennent à la culture, reviennent prendre des cours. On a des personnes qui ne s'intéressaient pas du tout au angklung, au gamelan, ou à la danse ou aux langues. Et aujourd'hui, on voit que les petits projets qu'on a menés d'année en année, aujourd'hui font fleurissent, et puis on voit que le angklung sort. Hein. Vous avez accueilli sur ce plateau même il y a eu des concerts au sein de l'association Angklung Vibration a remporté l'année dernière les Flèches de la musique. Donc on voit que les jeunes se sont réappropriés ces instruments qui à l'origine on dit jamais on fera ça parce que c'est pas nous, c'est un peu désuet, etc. Mais on voit bien que les gens ils ont envie on se réapproprie les choses. On se réapproprie et comment on les joue aujourd'hui. Voilà, on vit avec notre temps. Ce que je dis, on ne pourra plus faire ce que faisaient nos anciens il y a 200 ans, même ceux qui étaient encore... comment ça se pratique encore en Indonésie. Nous, aujourd'hui, on est ici. Comment on arrive à mélanger nos instruments avec des buanjep, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le groupe Angklung Vibration. Mais comment le batik, ce tissu indonésien peut être fait sur du tapa, et comment on peut
partager ses connaissances, ses techniques avec quelqu'un d'une autre communauté. Voilà, c'est le partage aujourd'hui. Vous avez entretenu la flamme de la transmission. C'est ça. Thierry, notre émission avec toi, elle arrive à sa fin. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci de l'invitation et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Et maintenant, nous allons retrouver dans une seconde partie justement Caroline Marquet, la photographe qui a participé à la deuxième exposition que vous pouvez découvrir actuellement au Centre culturel Pomemi. Mais avant de recevoir cet artiste, nous allons voir un petit extrait de cette exposition. On regarde ça tout de suite. Voilà, une très belle exposition. Et Caroline Marquet nous a rejoint depuis le duplex de Nouméa pour pouvoir nous parler un petit peu de ça. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Dis donc, on vient de découvrir ces magnifiques clichés. On voulait avoir une femme pour parler d'une exposition sur les femmes. Et en plus, tu es l'auteur de cette exposition. Oui. Donc, bienvenue chez nous. Merci. Tu peux nous raconter comment est né ce projet ou comment toi, tu l'as rejoint d'une certaine façon ? Alors, moi, j'ai été chanteuse, en fait, dans un groupe de musique à l'AINC, donc l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, qui est présentée par Thierry. D'accord. Il m'a proposé, donc quand je suis rentrée du Canada, je suis partie faire mes études, en fait, j'ai repris des études en photographie au Canada. Et quand je suis rentrée, du coup, il m'a proposé d'être photographe pour une exposition de photos pour la journée culturelle du foyer indonésien qui a lieu chaque année à Robinson. Et du coup, j'étais trop motivée de participer au projet parce que j'ai déjà fait pas mal de choses avec eux sur la culture indonésienne. Donc, au départ, c'était la musique avec le spectacle d'Ali Masak et Masa. Après, j'ai intégré le groupe de Angklung et puis plein d'autres choses. Et comme je suis partie en Indonésie, j'ai appris pas mal de la culture. Donc, c'était vraiment avec plaisir que j'ai participé à ce projet, quoi. D'accord. Alors moi, j'ai reconnu parmi ces femmes Catherine Hadi, qui est historienne, avec qui nous, on a l'habitude de travailler. Mais tu peux nous dire un petit peu qui sont ces autres femmes, enfin, si c'est des personnages influents de la communauté ou si c'est simplement des anonymes ? Non, elles ont toutes été sélectionnées. On a fait avec... on était dans un rush. Il faut savoir que j'ai fait l'exposition. J'étais enceinte de 8 mois. Okay. On était, je crois, à 2 semaines de l'exposition. Donc, on a fait avec les personnes qui étaient disponibles le jour même. Parce qu'on a tout fait la même journée. Et c'était des femmes qui ont été en fait sélectionnées par Thierry parce qu'elles ont un rôle en fait dans l'association, ou pas forcément dans l'association, mais en tout cas pour la communauté indonésienne. On a des profs de langue indonésienne, javanaise, de batik. Cathy qui fait du batik, Anne-Laure et Maïni qui sont sur des cours de danse depuis très longtemps. D'accord. Donc Maïni qu'on voit là en image et qui a transmis en fait à Anne-Laure tout son savoir sur la danse, et aujourd'hui Anne-Laure qui a repris en fait les cours. Donc c'est ça qu'on a voulu aussi illustrer sur les photos, c'est toutes ces femmes qui en fait sont généreuses de leur savoir et qui ont transmis, que ce soit aux autres de la communauté ou à leurs enfants, comme Cathy, là, avec sa fille sur la photo, qui faisait le batik. Qui s'investissent vraiment dans la communauté, ouais. C'est ça, hein ? C'est ça. Et toi, d'une certaine façon, tu les as rejoints parce que tu participes aussi à transmettre des valeurs à travers ces clichés. Oui, c'est vrai. C'était assez important pour moi de travailler sur justement la mise en valeur des femmes parce que, mine de rien, elles sont quand même nombreuses dans la communauté à
en fait œuvrer, travailler à transmettre leur savoir. On voit hein, pour tous les gens qui vont sur la journée récréative de Robinson, il y a beaucoup de femmes qui sont derrière à préparer les plats et toute la logistique. Donc ouais, c'était important pour moi de les mettre en valeur. Donc c'est pour ça que j'ai adhéré au projet sans problème, quoi. Et ça a donné de très beaux résultats. Merci. Toi, tu es une personne impliquée dans la communauté, mais est-ce que les jeunes, en général, ont tendance aujourd'hui à revenir vers ces traditions ou c'est compliqué ? Oui, on a vraiment vu ces dernières années un regain en fait, d'intérêt de la part des jeunes de la communauté, mais même pas forcément de la communauté, parce qu'on a d'autres ethnies qui ont rejoint aussi les cours de danse, de musique et tout. Et c'est vrai que les jeunes prennent plus de place aujourd'hui qu'il y a quelques années, et c'est positif parce que c'est une relève quelque part, et faut pas que tout ce qu'on nous a appris, il faut pas que ça se perde au fil du temps, parce que c'est vrai que on a beaucoup de métissage, mine de rien, et c'est bien de transmettre en fait cette culture indonésienne. Elle est importante, quoi. Tout à fait. Et toi qui es devenue maman récemment, justement, tu comptes transmettre ces valeurs, cette tradition à ton enfant ? Oui, on a déjà fait... ma fille est donc métisse indonésienne, française, vietnamienne, donc elle a déjà un sacré bagage. Beau métissage. Ouais, et du coup, moi j'ai des traditions qui m'ont été transmises par ma grand-mère et que j'ai tenu à transmettre à ma fille, donc les cérémonies des 7 mois, les choses comme ça, c'était important pour moi de perpétuer en fait les traditions, même si ça peut paraître un peu dérisoire pour certains dans le monde d'aujourd'hui, mais je trouve que ça nous ramène un peu à nos racines, donc c'est bien. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Exactement. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir invitée, ça fait vraiment plaisir. Notre partie ensemble, elle arrive à sa fin, mais nous, on va découvrir maintenant, enfin, je vous propose aux téléspectateurs de découvrir le magazine inédit de ce samedi. Jingle. Et Cédric va maintenant nous rejoindre pour nous raconter son dernier tournage sur l'île de Mahé. Mais avant, on regarde un petit extrait. C'est ce qu'on a entendu quand on était tout à l'heure en mer, le coup de feu. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas pêché trop loin, quoi. Et à côté, comme ça, au cas où si on entend le coup de feu, c'est sûr que voilà, ils ont réussi à tuer. Moi, une tête, ça pour la bonne. Ça pour la bonne. Ouais, il y a déjà une biquette pour la pétanque. Défi réussi! Marche arrière. Ah, il est en train de couler, il est en train de couler. Là. Faut sauter. Il est en train de couler, alors Freddy. Voilà là, voilà là. Non, pas aussi. Ça, oui, c'est oui. On peut l'entendre, on va sauter. Hé, la gauche, jamais. On va rester longtemps parce qu'ici il y a des grands blancs. J'ai les ailerons comme ça là. Oui, oui, là on a 300 mètres. Hein. Voilà. Fais court. Et Cédric nous a rejoint. Bonsoir Cédric. Oui. Bonsoir. C'est bien que tu sois là ce soir parce que tu vas pouvoir nous raconter un petit peu cette scène improbable où on voit des gars qui te balancent une carcasse de biquette ouais. depuis la falaise. Alors, tu peux nous raconter un petit peu là, quel est le contexte parce que... Là, on a divisé les équipes en deux. Coup de pêche, coup de chasse. Ok. Et à un moment donné, ils ont donné le signal avec un feu. On a vu de la fumée, on s'est approché de la falaise. La carcasse, comme vous avez pu le voir, hop. Ouais, c'est assez fou, hein, c'est des carcasses volantes. Carcasse volante. Sauf que là, c'est pas comme les récifs de chez nous, là où tu vois, il y a un dégradé
D'accord. Donc là, tu as du 100 mètres, du 200 mètres. On arrive tout de suite dans le bleu. C'est pour ça que reste pas trop longtemps. Parce que vu que la carcasse, déjà, il y a un peu de sang. Tu vois. Ça devrait attirer des spécimens rares de la région. Ouais, c'est assez surprenant comme scène. Et c'est vrai que quand tu remontes, on t'entend parler de requins, mais... Non, mais il ne faut pas rester longtemps dans l'eau, en fait. Parce Oui. que le sang de la carcasse, je pense Vous n'en que avez ça- pas vu, rassure-moi, il n'y avait pas de requins. Juste après, on en a vu un. À quand l'endroit même. où on a sauté pour rejoindre le bateau. D'accord. Parce que là, c'est la biquette qui fait un plongeon. Mais moi et Antoine, Oui. on a sauté de la falaise pour rejoindre le bateau. Et à c'est cet endroit ça. précis, on a vu un requin. Voilà. C'est pas le saut du guerrier, hein, on est d'accord, mais par contre, vous avez dû sauter pour rejoindre l'embarcation, en fait. Non, oui, c'est pas le saut du guerrier, mais on a Mais vous fait, avez fait... c'est Ah, le saut c'est- d'Antoine et Cédric. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Tu plonges, tu sais qu'il y a des requins, enfin, le cœur, il doit être palpitant. Hein. Déjà, l'endroit, papa, il est, je veux dire, il sort du contexte, en fait. Oui, il sort des sentiers battus, c'est pas un lieu touristique, hein, du tout. Grâce à l'émission, on est arrivé à Eni, dans le garde-manger d'Eni. Voilà. D'accord. Ce WRI en question parle du garde-manger d'Eni. Et là, on a passé une belle journée, une nuit aussi, dans ce garde-manger. Ok. Coupé de tout. Et on a fait biquette, la chasse à la biquette, au crabe de cocotier, au yéké, qui est crabe de falaise. Ils nous ont montré leur endroit. Ok. Voilà. Donc oui, c'est cet endroit, toi comme moi, je pense que jamais on irait sans Oui, sans sans ces être personnes. accompagné par des gens de là-bas. Quoi. Ouais. Ok. Et du coup, c'est une bande de chasseurs, finalement, qui... C'est plus facile de ramener le gibier par bateau? Là, tu mets 3 heures. Hein. Ah oui. De la tribu d'Eni pour arriver au garde-manger, tu mets au D'accord. moins 3 heures. Assez impressionnant. Sans la charge, hein, parce que là, tu retournes avec la biquette, donc tu mets un peu plus de temps. Et avec le bateau, tu mets 15 minutes. Enfin, Donc la simplicité, c'est de le faire ramener en bateau, quoi. Oui. Après, c'est d'abord le bateau, quoi. Et là, c'est Nedwish qui nous accompagne aussi, en tant que pêcheur. Et puis quoi, taxi, on va dire taxi, Ok. ouais, pour les garçons aussi. Ça soulage, franchement, ça soulage. Hein. Où est Quand tu Harry? vois les cailloux. Ouais. Où est Harry à l'aventure? T'as dû mettre des chaussures pour le coup? Du coup, les garçons, ils m'ont donné des bottes Ouais. efficaces, parce que là, tu peux pas marcher. Ah oui, c'est ça. C'est hein. le genre d'endroit où tu dis, tes pieds, ils veulent pas, quoi. Ah bah ouais. non. Tu veux y aller, mais... C'est la roche coupante, quoi. Oh oui. Et combien de fois on a failli prendre 2-3 roches, quoi. Où est Harry à Très l'aventure, dur. alors? Ouais. Allez, les gardes manger des nids. Hein. Ok. Franchement. Et mis à part cette séquence, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce magazine? C'est moi ce que déjà il y a l'endroit. Le C'est lieu? Space. Déjà cet endroit à l'espace. Particulier. Après c'est les garçons qui veulent montrer leur endroit et qui veulent partager. J'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas, on va dire, qui ne fuyaient pas la caméra. Qui étaient là et qui voulaient donner leur avis sur pas mal de choses concernant leur endroit, concernant d'autres endroits, mais des témoignages aussi. Alors on n'a pas pu tout prendre, parce qu'on a filmé pas mal de choses, on n'a pas pu tout prendre. On a pris l'essentiel. Donc il y a eu cette séquence, mais il y a eu pas mal d'autres séquences aussi. Vous êtes parti combien de temps à Marais? Parce que vous avez tourné 2 magazines finalement, mais sur combien de jours? Là, on a fait une journée et demie. On Ok. est parti le matin, on a mis l'après-midi, on a fait un coup de chasse l'après-midi qui n'a pas donné grand-chose. Et ce qu'on voit là derrière nous, c'est le lendemain matin. Voilà. Bon, plein de belles surprises à découvrir dans le prochain Où est Harry alors? Grave. Eni, le garde-manger, c'est... franchement, je m'en souviendrai. Hein. De beaux souvenirs? Oui, de très beaux souvenirs. Bon, bah merci Cédric d'être venu partager ce moi. magazine avec nous. Maintenant, on va passer aux idées sorties avec Stéphanie Marlier. Jingle. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Cédric. Bonsoir Stéphanie. Alors, pour mes idées sorties, donc j'en ai 2 pour ce week-end. Alors, à commencer par celle-ci. Donc, pour les plus gourmets et les plus gourmands d'entre nous, sachez que depuis ce jeudi et ce jusqu'à dimanche se tient à la Maison des Artisans la 3e édition du Salon Saveurs et Traditions. Donc, au menu, donc, il y aura donc des dégustations, des démonstrations également seront proposées par les alternants du Centre de formation d'apprentis de la NC. En prime,
Si vous avez un petit creux, sachez que le restaurant du lycée Escoffier donc, vous a concocté un menu à faire vibrer vos papilles. Alors bien sûr, il faudra payer 3 500 francs, donc c'est pas personne. Donc il y aura à titre d'exemple, parce que bon, le menu est assez long, donc j'ai fait une petite sélection pour vous, pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc il y aura par exemple des crevettes croustillantes aux fines herbes, du civet de cerf à la bourguignonne, ou encore des macarons à la noix de coco. Alors je ne sais pas vous messieurs, mais ça a l'air bon tout ça. Il n'y a pas les biquettes de marée, pour le coup. Non, il n'y a pas les biquettes, mais ça c'est pas grave. Il faut aller. Ça te parle toi, Cédric? Ça me parle bien. T'es gourmand? Alors n'oubliez pas, c'est ce week-end à la Maison des Artisans de 9h à 18h, donc samedi, donc demain, et de 9h à 17h, donc dimanche, 1er août. Alors, messieurs, comme on dit, cuisiner, c'est trop bien, donc cuisiner, c'est trop bien, bien sûr, en famille, c'est toujours bien de cuisiner en famille, mais manger, c'est encore mieux. Et bien sûr, alors si vous avez envie de vous faire plaisir, de cuisiner de bons petits plats à vos proches avec de bons produits locaux et de saison, vous trouverez votre bonheur, je pense, au grand marché de la commune de Vaud. Donc c'est demain de 8h à 17h, notez-le bien dans vos agendas, les producteurs, agriculteurs, horticulteurs et artisans de la commune vous y attendent pour partager avec vous leur savoir-faire. Donc, vous aurez donc des produits de la mer, du terroir, des plantes vertes et diverses animations pour petits et grands. Donc l'ambiance garantie pour toute la famille. Ça se passe demain au marché communal qui est situé à la sortie nord de Vaud. Vous notez bien dans vos agendas également que ce grand marché se tiendra une fois par mois. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Steph. Merci à vous. De toute manière, on arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir participé. N'oubliez pas que votre magazine inédit de Wehari, c'est ce samedi à 18h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions sur caledonia.nc. Et nous, on se laisse ici en vous souhaitant une bonne soirée sur Caledonia.